Merci beaucoup d'être ici, c'est un grand plaisir. Je vais préciser que tout le mérite revient à Éléonore parce que c'est son travail de thèse doctorale qu'on présente. Donc, je suis Émilie Genin. Pourquoi parler d'entrepreneuriat au crime? C'est un objet d'étude assez nouveau peut-être et peut-être inusité. Or, l'oxymore du titre de cet atelier, le capitalisme de bien commun, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Le capitalisme, c'est l'individualisme. Donc, intéressons-nous aux capitalistes, c'est-à-dire aux entrepreneurs, et je vais faire un lien avec la présentation précédente, la santé mentale des entrepreneurs, un sujet ô combien d'actualité, et devinez quoi? Eh bien, il semblerait qu'un bon indicateur, en tout cas qu'il y ait une corrélation entre la santé mentale de l'entrepreneur, des entrepreneurs, et la santé mentale des travailleurs. Donc les deux sont interreliés. D'où l'intérêt de porter le regard sur la santé mentale des entrepreneurs, parce qu'un entrepreneur en santé eh bien, a plus de chances d'avoir en dessous de lui des travailleurs en santé et heureux. En plus, cette étude a été réalisée sur des entrepreneurs au Québec, donc un ancrage local fort, qui sont dans la majorité de l'échantillon, même la totalité de l'échantillon des propriétaires de PME, donc de petites et moyennes entreprises. Donc quand on parle d'ambition de croissance, on ne parle pas seulement d'ambition de croissance financière en termes d'investissement, mais on parle aussi bien sûr de création d'emplois localement, mais aussi d'innovation, et d'innovation dans tous les sens du terme, donc d'innovation de procédés, d'innovation de produits, d'innovation sociale bien sûr. Donc, la croissance est envisagée globalement dans cette recherche. On va passer peut-être. Voilà. Alors, un scoop pour personne. L'écosystème entrepreneurial québécois, c'est-à-dire non seulement les entrepreneurs, mais aussi toutes les organisations publiques, privées qui gravitent autour de ces entrepreneurs, donc qui les soutiennent, qui les financent, qui les accompagnent, est très peu inclusif. Est très peu inclusif. Seulement 18%, un peu plus de 18% des entreprises au Québec sont détenues majoritairement par les femmes, donc il y a encore du progrès à faire. Euh, les femmes sont, comme l'a montré Tania, encore assez peu présentes sur les conseils d'administration, hein, parce qu'on parlait d'une femme, et souvent c'est la même femme qui siège sur plusieurs conseils. Donc nous avons des défis persistants et des obstacles structurels très importants, parmi lesquels les stéréotypes et préjugés. Donc parce qu'un entrepreneur, bah, ça se décline au masculin, bien évidemment. Et puis, on a fait l'exercice, hein, tapez entrepreneur charismatique sur Google, vous verrez les photos qui apparaissent. Ce sont que des messieurs, en général, à tête blanche. Euh, donc voilà, on a cette idée de c'est quoi un entrepreneur? Bah, en général, c'est pas une femme. Euh, donc, beaucoup de progrès à faire avec l'idée que si on s'intéresse à la diversité de l'écosystème entrepreneurial et à la santé mentale des entrepreneurs, eh bien, sans doute qu'on aura des effets bénéfiques sur les entreprises, le travail qui se fait dans ces entreprises. Donc, les ambitions de croissance, c'est c'est un processus de projection psychologique de l'entrepreneur qui va impliquer ses aspirations, donc l'idée qu'il se fait de ce que devrait être son entreprise, mais vraiment sur le long terme. Mais ce processus va aussi impliquer ses intentions, c'est-à-dire les actions concrètes que l'entrepreneur va prendre pour faire croître son entreprise, et les attentes. Donc les attentes, c'est réalistement, compte tenu des contraintes qu'on a, une peut-être récession qui s'en vient, une prochaine crise de la Covid, que sais-je, eh bien, compte tenu des contraintes et des opportunités, qu'est-ce que je peux réalistement attendre? Donc, l'ambition de croissance, il n'y a pas vraiment de consensus encore sur la définition. Nous avons choisi donc une approche tridimensionnelle qui prend en compte les aspirations, les intentions et les attentes. Pourquoi s'intéresser aux ambitions de croissance? Parce que c'est un bon prédicteur de la croissance réelle des entreprises. En fait, l'ambition de croissance de l'entrepreneur est un bon prédicteur de ce qui va se passer. Donc un impact pour l'entreprise, mais aussi un impact pour l'économie globale du Québec. Puisque si on a des entrepreneurs ambitieux, eh bien, on aura des entreprises qui auront une croissance plus intéressante et peut-être même plus équilibrée. Alors, quand on peut y aller la prochaine.
Pourquoi s'intéresser à la conciliation vie personnelle, vie professionnelle? Bien parce que c'est un obstacle identifié assez clairement à l'entrepreneuriat féminin, donc beaucoup de demandes. Les femmes perçoivent en général plus de conflits entre leurs rôles et responsabilités personnelles et professionnelles que les hommes. Il semblerait que cela ait un effet sur les ambitions de croissance des femmes entrepreneurs et celles-ci développent toutes sortes de stratégies d'adaptation. Donc elles mettent en place des mécanismes pour maintenir des ambitions de croissance en dépit d'éventuels conflits. Pourquoi s'intéresser à la santé mentale des entrepreneurs aussi? Hop. Parce que, tout comme le titre de cet atelier, la santé mentale des entrepreneurs, on est un peu dans une dualité. Hein. D'un côté, il y a beaucoup plus de stress que pour un emploi salarié classique, stress financier, stress lié au fait de diriger, mais il y a aussi beaucoup plus de bienfaits liés à l'entrepreneuriat et il y a par exemple un certain bien-être subjectif, d'être son propre patron, d'atteindre des objectifs, euh, de participer au bien-être collectif. Donc il y a cette ambivalence où certes l'entrepreneuriat apporte plus de stress, mais apporte aussi plus de bienfaits. Et aussi, on sait que la conciliation, les défis de conciliation entre la vie personnelle et professionnelle peuvent avoir des effets positifs ou négatifs sur la santé mentale et notamment on sait que ça peut le conflit peut détériorer la santé mentale. Donc là le risque ici c'était de tomber un petit peu dans les clichés et de renforcer les stéréotypes et préjugés existants à l'égard de femmes entrepreneurs, en disant, passer sur le modèle, bien voilà, euh, on s'en doutait. Les femmes s'occupent plus de leur famille, donc elles ont moins d'ambition, elles ont plus de problèmes de santé mentale, et ainsi de suite. Alors, la vision qu'on apporte là, c'est un petit peu plus complexe que ça, c'est un peu plus subtil. Et donc, le modèle que l'on va tester, je laisserai Léonore présenter la méthodologie, c'est que le fait d'être un homme ou une femme va avoir une influence sur les conflits entre la vie personnelle et professionnelle. Et plus vous avez de conflits entre la vie personnelle et professionnelle, plus ça risque de détériorer votre santé mentale comme entrepreneur et les problèmes de santé mentale vont affecter négativement les ambitions de croissance, donc vont conduire à réduire les ambitions de croissance. Dans l'ambition de croissance, on a considéré seulement deux dimensions, je vous en avais présenté trois, les intentions et les attentes. Pourquoi? Parce que dans la littérature, ce sont les deux dimensions qui ont le plus de liens en fait avec la croissance réelle de l'entreprise. Les aspirations, il semblerait que ce soit un peu diffus. Donc c'était plus intéressant de maintenir seulement ces deux indicateurs. Donc voilà un modèle avec plusieurs hypothèses. Donc le genre va influencer les ambitions de croissance directement parce qu'on sait que en général, les ambitions de croissance des femmes entrepreneurs sont un petit peu plus faibles que celles des hommes, quoique ce ne soit pas confirmé par toutes les études et par toute la littérature. Euh, que le fait d'être une femme va faire en sorte que vous ressentiez davantage de conflits, que ces conflits vont avoir un effet sur votre santé mentale et que cela, au final, va avoir un effet sur vos ambitions de croissance. J'en étais. Ah oui, donc pour en revenir avec le thème de notre atelier, qui est donc le capitalisme enfin, le capitalisme du bien commun, que ce soit pour les entreprises, les gestionnaires et la société, nos résultats montrent que, au final, les disparités de genre ont un impact sur l'écosystème entrepreneurial, ce qui a pour effet, au final, de réduire l'innovation, étant donné que les femmes, enfin les inégalités que vivent les femmes à l'heure actuelle en entrepreneuriat ont un impact sur leur ambition de croissance et donc elles ne sont pas en mesure d'utiliser leur plein potentiel et donc, d'innover comme elles le souhaiteraient. Comme je le rappelle, l'ambition de croissance a vraiment été enfin, est synonyme d'innovation, qu'elle soit technologique, environnementale, sociale et j'en passe.
Au niveau de la croissance économique, il y a aussi également un impact de ces inégalités de genre, pardon, étant donné que les entreprises féminines ont tendance à croître euh, moindrement comparé aux entreprises masculines, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la création d'emplois, notamment dû à ces inégalités et à ces défis de conciliation travail-vie personnelle. Enfin, il y a aussi la diversité entrepreneuriale qui peut être menacée par les obstacles spécifiques au genre, parce que on se rend compte que les entreprises détenues majoritairement par les femmes au Québec ont tendance à être moins prospères, à fermer plus rapidement que enfin, davantage au cours des 5 premières années d'existence comparativement à leurs homologues masculins. Ce qui fait en sorte que justement, si la prise en considération des défis liés à la conciliation travail-famille mais également de santé mentale était prise davantage en considération au sein de l'écosystème, ça ferait en sorte que les entreprises, notamment les entreprises féminines, enfin détenues majoritairement par des femmes, seraient plus prospères et donc seraient aussi plus bénéfiques pour le bien commun de la société. Euh, pour conclure, oui. Au niveau des implications pratiques, en 10 secondes, je pense qu'il est, enfin, ce qui est vraiment important à mentionner, c'est vraiment donc l'accès aux mesures de soutien, qu'elles soient psychologiques ou en matière de conciliation travail-famille, faire en sorte qu'il y ait une démocratisation au final des mesures de soutien actuelles. On sait notamment que l'accès aux psychologues au Québec est aussi périlleux et très coûteux, ce qui ne permet pas aux entrepreneurs d'avoir accès au final à ces services, parce qu'on le sait, être entrepreneur, c'est difficile financièrement, c'est un stress important. Toutes les entreprises ne sont pas rentables. Quand on parle d'entrepreneur, il faut arrêter de voir c'est l'entrepreneur qui se la coule douce avec ces milliards au bord de l'eau. La réalité des entrepreneurs de petites et moyennes entreprises est bien plus difficile que ça. Et donc, l'accès aux mesures de soutien est un point extrêmement important et je vais m'arrêter là.